J'avais intitulé mon exposé Structurer la matière avec 1 milliard de watts de lumière laser. On a tout à l'heure parlé de laser femtoseconde, c'est effectivement le mot-clé de cet exposé. Femtoseconde, c'est une unité de durée. Donc, vous connaissez la milliseconde, 1 millième de seconde, la microseconde, 1 millionième de seconde. Ben, ce millionième de seconde, on va le diviser en 1 milliard et ça fait une femtoseconde. Donc, le rapport qu'il y a entre une femtoseconde et une seconde, c'est pareil qu'entre une seconde et 30 millions d'années. C'est à peu près l'époque où les dinosaures ont disparu. Donc, c'est pour vous donner une idée de l'échelle qui est vraiment ultra rapide. Je vais convertir cette échelle en distance. En une seconde, la lumière, elle parcourt 7 fois le tour de la Terre. Si je prends en une femtoseconde, elle parcourt 0,3 microns. Donc vous voyez tout de suite qu'avec des durées extrêmement courtes, on va avoir des échelles extrêmement petites. Donc on va parler de micromètres, c'est-à-dire le millième de millimètre. On va parler de nanomètres, qui va être encore 1000 fois plus petit. Alors, l'idée ici, dans cet exposé, c'était de voir aussi donc, comment on pouvait structurer les matières, développer des nouveaux procédés. Et en tant qu'opticien, je fais partie donc, du département d'optique à FemtoST, on s'intéresse à la propagation de la lumière dans des matériaux transparents. Donc, c'est le propre de l'optique. Alors, quels sont les matériaux d'intérêt industriel qui sont transparents? Il y en a plusieurs, mais deux en particulier qui sont très importants. Le verre, vous avez probablement tous dans vos poches un smartphone avec une couverture qui est une plaque de verre. Si vous l'avez déjà laissé tomber et qu'il a cassé, vous le savez très bien. Alors, pour donner un chiffre, cette épaisseur de verre, c'est à peu près 0,4 mm, donc 400 microns à 300 microns. C'est relativement fin, mais quand même, pour couper ce morceau de verre, c'est relativement délicat, et ça va être un vrai défi. Une deuxième application, c'est par exemple un deuxième matériau d'intérêt, ça va être le saphir, qui peut être utilisé dans l'industrie horlogère, mais ça va être aussi utilisé comme substrat pour faire croître les LED pour les éclairages. Donc là, il y a toute une industrie qui est liée à tout ce qui va être découpe, séparation de matériaux et découpe du verre en particulier. Alors, si on prend ces lasers femtosecondes, j'ai dit tout à l'heure, femtosecondes, c'était donc des durées extrêmement courtes. Dans le titre, il y avait également un mot-clé, c'est watts. Donc, c'est une puissance. Alors, 1 milliard de watts, c'est la puissance d'une centrale nucléaire. Donc, heureusement, il ne faut pas une centrale nucléaire pour faire fonctionner les lasers femtosecondes dont on dispose. Parce qu'une puissance, c'est une énergie divisée par un temps. J'ai dit tout à l'heure que le temps était extrêmement réduit. Donc, avec une énergie toute relativement faible, hein, nous, on utilise des microjoules. Donc, c'est extrêmement petit pour ceux qui sont habitués à des énergies, des mesures d'énergie. On utilise des microjoules, mais comme elles sont rassemblées dans une centaine de femtosecondes, eh bien, à ce moment-là, on obtient des puissances qui sont telles qu'on arrive à arracher les électrons des atomes. Donc, on secoue la matière de façon extrêmement violente, de façon extrêmement localisée. Et c'est ça la puissance de l'ablation par laser femtoseconde. Alors, si je prends la plaque de verre dont j'ai parlé tout à l'heure qui couvre les smartphones, on zoome et puis on regarde un faisceau laser de haute puissance qui va se propager à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce faisceau qui se propage du haut vers le bas, tout au début à haute puissance, puisque c'est un matériau transparent, il va se propager sans être absorbé au début. Et puis, il va subir un effet d'autofocalisation parce que le matériau, justement, réagit de façon, on appelle ça une réaction non linéaire. Le matériau réagit plutôt la lumière sans la présence du matériau. Et là, la lumière ne se propage plus en ligne droite quand elle est dans le matériau transparent. Donc, ce faisceau s'effondre sur lui-même. Son intensité augmente, et finit par créer la petite amphore que vous voyez en jaune. On arrive à créer ce qu'on appelle un plasma. Donc, c'est quand on arrache les électrons des atomes. Donc, c'est un état de la matière qui existe essentiellement du coup, dans l'atmosphère, dans très haute atmosphère ou dans l'espace interstellaire, où d'habitude, c'est plutôt les rayonnements cosmiques qui viennent ioniser les molécules qui sont dans la haute atmosphère ou l'espace.
Donc là, cet état de la matière, en général, est très très chaud. Et c'est là, à travers ça, qu'on peut transférer l'énergie du laser à l'intérieur du matériau. Mais cet état de la matière, il va se comporter comme un métal, il réfléchit la lumière, donc l'écarte de la zone d'intérêt qu'on souhaitait ablater initialement, et donc ça finit par défocaliser le faisceau. Et vous voyez du coup cette oscillation progressive qui alterne entre période de focalisation et période de génération de plasma qui défocalise. Donc là, vous vous doutez bien que c'est un processus qui est hautement non linéaire, ça veut dire très difficilement prédictible, très difficilement difficile à changer d'échelle, et c'est l'effet papillon. Si vous changez un tout petit détail quelque part, par exemple juste une petite poussière à l'intérieur du faisceau, la suite peut être catastrophique. Alors nous, justement, toutes nos recherches, elles ont eu attrait à essayer de trouver des solutions pour aller contrôler la façon dont on dépose l'énergie à l'intérieur du matériau. Et là, l'idée, c'est de partir, d'utiliser, donc essayer de trouver des formes qui vont être quasiment solitoniques, c'est-à-dire créer des zones où on dépose, vous voyez ce trait violet qui représente le canal de plasma qu'on arrive à générer. Donc on est venu avec une solution. On appelle ça des faisceaux de Bessel. Alors, ça peut être créé par un simple axicon. Donc ça, c'est un type de lentille conique. Donc c'est un parfait cône de verre, où on peut utiliser aussi des matrices de cristaux liquides. Et l'idée, c'est d'aller orienter les différents rayons. Alors là, je vais parler de façon triviale. Les différents rayons géométriques à l'intérieur du laser, sur la zone qui est d'intérêt. Donc on va reconstruire en 3D, tout en tenant compte des effets d'interférence, etc., de la forme du faisceau qu'on souhaite créer pour essayer de contrôler justement cette propagation. Et si on compare donc les effets qu'on arrive à générer entre le faisceau gaussien de départ et cette nouvelle forme de faisceau de Bessel, alors vous voyez ici une ablation monotyre. Donc on envoie un flash laser sur du verre, et ce flash laser a créé un tout petit trou qui fait de l'ordre de, alors vous voyez l'échelle 500 nanomètres, il fait donc à peu près 200 nanomètres de large, mais à peine un micron de profondeur, et vous voyez quand même qu'il est tout distordu. Alors qu'est-ce qui se passe avec nos faisceaux de Bessel ? Voilà. Avec nos faisceaux de Bessel, vous voyez donc un canal qui a, donc vous voyez la zone tout au-dessus. Tout au-dessus, vous voyez donc la surface de sortie du matériau, donc qui était la plaque de verre, et qu'on a coupé en deux pour pouvoir observer la tranche et voir le canal qui a été percé à travers la lame de verre. Ce canal fait environ 200 nanomètres de diamètre, et vous voyez que les flancs sont vraiment parfaitement parallèles, et ça a été obtenu en une seule impulsion laser. Et le plus fort, c'est que d'habitude, dans toutes les techniques d'usinage laser, l'une des difficultés principales, c'est qu'il s'agit d'obtenir en général le rapport d'aspect. C'est un facteur critique. Si on veut percer profond, en général, il faut percer large. Et là, avec une seule impulsion, on a quelque chose qui est à la fois très très étroit, mais aussi très très long. Vous voyez, là, d'habitude, on était limité dans l'usinage classique à des rapports de forme de 1 à 5, 5 à 10, c'est déjà techniquement difficile, 20, c'est dur, c'est très très dur. Et là, avec une seule impulsion, on était à un facteur de 100, et maintenant on arrive à faire des rapports de forme de 1000, toujours avec une seule impulsion. Donc maintenant, si vous vous doutez bien que si on utilise ces canaux et qu'on les met les uns à côté des autres, je vais pouvoir induire dans du verre une ligne de fracturation qui peut être induite par des flashs successifs à une vitesse du mètre par seconde. Donc c'est des vitesses qui sont inégalées actuellement. Et simplement donc, fracturer le matériau par un simple... cliver le matériau plutôt, par un simple effet mécanique. C'est un effet timbre-poste, entre guillemets. Vous voyez, on a atteint des vitesses donc, du mètre par seconde et des précisions de l'ordre du micron. Donc ça, c'est des choses qui étaient tout à fait nouvelles. Ça, donc c'est des technologies qu'on a brevetées, et il y a maintenant un paquet d'industriels qui s'intéressent à ça, et heureusement, du coup, nos étudiants n'ont pas tellement de mal à trouver du travail après. Alors,
de là, qu'est-ce qu'on peut se dire si on a une plaque de verre qui est coupée avec des bords extrêmement droits comme ça n'a pas que des avantages en fait, parce qu'après il faut les polir. Si on veut manipuler une plaque de verre avec des bords extrêmement droits, en fait, il faut la polir avant de pouvoir la manipuler, sinon elle va être extrêmement cassante. Ça va faire des écaillages partout. Donc on a développé d'autres types de faisceaux. Et ces faisceaux, on va passer du coup, on avait une espèce d'épée laser. Ben, au lieu d'avoir une épée laser, on a un sabre laser. Donc on a développé un faisceau, vous le voyez ici, qui se propage du haut vers le bas, donc avec une courbe. Vous allez me dire, oui, mais la lumière, elle ne se propage plus en ligne droite. Dans l'air, si, elle se propage toujours en ligne droite, sauf qu'on a un petit peu triché, grâce à notre matrice de cristaux liquides. On a orienté les différents rayons du laser pour suivre une trajectoire qu'on a définie au préalable. Cette trajectoire, voilà, c'est une caustique, c'est une caustique en courbe longitudinale. Et après, eh bien, une fois qu'on utilise ça pour faire de l'usinage, on réussit à faire de l'usinage du coup courbé sur du silicium ou des matériaux extrêmement durs comme du diamant. Donc, preuve, ça marche. Donc on est encore en train de travailler maintenant sur développer ça pour pouvoir couper et cliver le verre directement avec une seule passe et directement éviter cette étape de polissage. Alors le futur, une autre application dont on rêve, c'est la microélectronique. Donc aller faire ces perçages-là dans du silicium, aller faire des trous encore un peu plus gros, par exemple, pour pouvoir empiler les futurs chips, des futurs processeurs de la microélectronique seront en 3D. Actuellement, vous avez une plaque de silicium sur lesquelles sont gravés tous les circuits. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir les empiler les unes au-dessus des autres, mais pour ça, il faut passer le contact électrique d'une face à une autre. Et pour pouvoir passer le contact, bah, évidemment, il faut un trou, et puis que le trou soit suffisamment large pour pouvoir fondre un fil, faire passer un fil d'un côté à l'autre. Donc typiquement, les ordres de grandeur, il faudrait à peu près une dizaine de micromètres de diamètre. Seulement, là, on n'arrive toujours pas à faire des trous qui soient de 10 microns de diamètre avec une seule impulsion, c'est infaisable. Et ça, c'est un vrai défi technologique pour tout le monde, quelles que soient les techniques d'ailleurs, que ce soit rapide ou lent. Pour l'instant, il faut à peu près 1000 impulsions laser pour pouvoir percer un petit trou comme ça. Et 1000 impulsions laser, c'est un coût qui est démesuré au point de vue temps. Et en plus, du coup, ça génère tellement de défauts si on regarde un matériau qui est cristallin comme le silicium ou fragile comme du verre, que de toute façon, le matériau est plus manipulable après. Donc là, on a lancé un projet de recherche qui a été financé par l'Europe. C'est l'ERC qui nous a financé pour un projet de 2 millions d'euros avec une dizaine de personnes qui travaillent dessus. Et puis là, l'idée, c'est d'aller creuser la physique fondamentale pour aller comprendre vraiment comment ce processus de perçage de petits trous, en fait, la forme ne suffit pas. Il n'y a pas que la forme du faisceau qui donne la taille. Une des raisons toutes simples, c'est que la taille du canal est plus petite que la taille des photons. Voilà, c'est le canal, les photons qu'on utilise font à peu près 1 micron d'épaisseur, donc c'est leur longueur d'onde, et la taille du canal fait 200 nanomètres. Donc on a réussi à développer des techniques où on tombe sur un cas physique où on a quand même des problèmes pour simuler ça. Et le but, c'est de comprendre ça pour pouvoir l'étendre à d'autres cas, faire des trous plus gros et comprendre ça, étendre ça à d'autres matériaux. Alors l'idée, ça va être c'est d'aller contrôler ce système de foudre, parce qu'à l'intérieur de ces canaux, on génère des champs électriques qui sont phénoménaux, on génère un claquage, et c'est ça qui génère le dommage et le petit canal. La pression, vous allez peut-être vous demander où est passée la matière quand on a créé ces vides. Et la matière a été juste comprimée sur les côtés. Donc ça veut dire qu'on atteint des mégabars à l'intérieur de ces canaux. Donc pour atteindre des mégabars sur un micron, quels sont les effets physiques qui génèrent ça? Et donc l'idée de ce programme de recherche, c'est d'aller étudier l'interaction laser-matière, laser-plasma en réalité, voir comment les électrons réagissent, comment ils se réordonnent sous l'effet du champ électromagnétique de la lumière, du champ laser, et comment on peut exploiter ça pour aller stocker encore plus d'énergie dans la matière, juste avec la même impulsion unique.
Alors, j'ai déjà remercié tout à l'heure l'ERC, l'Europe sert à quelque chose. Je voulais aussi remercier la région. Bah oui. Et je voulais remercier aussi la région qui nous a constamment soutenus, en particulier pour l'achat des lasers femtosecondes. Aussi je ne sais pas si vous savez que FemtoST a aussi un très beau bâtiment dans lequel j'ai la chance de travailler, qui nous permet d'être vraiment à l'état de l'art international, parce qu'on travaille sur des structures, des échelles qui sont très lourdes, expérimentalement, et du coup le fait d'avoir des bâtiments de qualité, ça change beaucoup de choses, et je voulais vous remercier aussi tous pour votre attention. Merci beaucoup.